Merci. On va commencer par dire bonjour à tous. Alors, nous sommes vraiment très heureux de vous accueillir une nouvelle fois pour ce webinaire proposé par la plateforme Pharmacy Lounge. Alors, l'épisode du jour s'intitule Le merchandising, levier pour l'épicerie ou pour la pharmacie. Vous l'avez compris, nous allons donc ensemble nous focaliser sur le développement commercial des officines au travers de nouvelles approches génératrices de croissance de chiffre d'affaires. Et pour nous éclairer sur ce sujet qui peut paraître complexe mais passionnant, nous recevons Stéphane Robert, pharmacien aux multiples compétences et spécialisé dans l'accompagnement des titulaires. Bonjour Stéphane. Bonjour Romain et bonjour à tous. Et je suis ravi de partager ce moment avec vous. Et comme d'habitude, nous sommes en compagnie d'Aurélie Pasquier, notre responsable communication à Pharmacie Lange, qui nous accompagne pour ce webinaire. Bonjour Aurélie. Bonjour Romain, bonjour Stéphane, bienvenue à tous. Ravi de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau live. En quelques mots, pour celles et ceux qui peut-être ne nous connaissent pas encore, Pharmacy Lunch, c'est le réseau social sécurisé et éthique des professionnels de la pharmacie, c'est-à-dire des pharmaciens, des étudiants en pharmacie, mais également des préparateurs depuis ce début de semaine. Je sais que vous êtes quelques-uns aujourd'hui à vous être inscrits, alors n'hésitez pas à rejoindre votre communauté de plus de 5000 membres. C'est gratuit, vous pouvez nous retrouver à tout moment sur les navigateurs Internet, depuis un ordinateur ou votre mobile. Nous proposons donc une plateforme d'échange simple et intuitive conçue par des pharmaciens pour communiquer, s'informer, partager entre vous, grâce notamment à la messagerie instantanée, les lunchs de discussion, les vidéos et événements métiers. Je vous invite à y découvrir aussi l'ensemble de nos services comme la base de données de médicaments Teriac, les offres d'emploi avec Team Officine, le dictionnaire de l'académie et bien plus encore. Pharmacy Lunch, c'est aussi comme aujourd'hui l'organisation d'événements sur des sujets d'actualité variés pour vous accompagner concrètement au quotidien dans votre métier. Dans quelques jours, vous pourrez retrouver le replay de ce webinaire qui est enregistré. D'ici là, nous vous invitons à prolonger la discussion sur le sujet qui nous anime aujourd'hui dans le lunch de discussion dédié qui sera mentionné dans le chat. Voilà pour l'introduction. Je laisse tout de suite la parole à Romain Lecointre, pharmacien hospitalier et animateur de la e-rencontre ce jour. Bon webinaire à tous. Merci beaucoup Aurélie pour cette introduction toujours très complète. Alors Stéphane, je te propose pour commencer notre échange et pour un peu nous éclairer sur cette notion qui sera un peu le fil rouge de notre webinaire, est-ce que tu peux nous expliquer concrètement et simplement ce qu'est le merchandising? Alors, c'est très vaste. Tu vas vite le comprendre. En tout cas, on peut dire que il y a une chose à retenir très simple, c'est de retenir que simplement, le merchandising, c'est un art de vendre différemment pour vendre mieux et plus. Donc, c'est l'art de structurer et d'optimiser les espaces de vente pour maximiser la visibilité et l'accessibilité des produits jusqu'au client. En fait, pour résumer, on peut dire que c'est un levier pour attirer le client et faciliter leur parcours sur le point de vente, ici l'officine. Donc, c'est-à-dire qu'on veut créer une expérience client qui permet bien sûr de booster le chiffre d'affaires, puisque l'objectif principal du merchandising, on ne va pas se mentir, c'est de booster le chiffre d'affaires. Alors pourquoi cette expérience client et cet art de mieux vendre est aujourd'hui peu utilisé par les pharmaciens titulaires d'officine et pourtant ça constitue bien un levier de croissance important? Alors, c'est vrai que le merchandising reste souvent dans l'ombre parce que les pharmaciens sont absorbés dans leur quotidien. Euh, la gestion administrative, le comptoir, la gestion du personnel qui a flux tendu, les achats, le golf le jeudi, bref. Historiquement, le pharmacien est persuadé que le merchandising, c'est pour le supermarché et qu'en tant que professionnel de santé, ça n'a rien à faire en pharmacie. Eh ben, c'est faux. Puisque, en fait, le merchandising, on l'a dit, c'est l'art de créer une expérience client qui permettra de fidéliser par sa satisfaction le patient à trouver ce qu'il veut où il veut dans la pharmacie. C'est pas que pour le supermarché. Les pharmacies qui s'y sont mis aujourd'hui, c'est un vrai atout et un vrai levier. Et ça va pas du tout à l'encontre d'être un mauvais pharmacien. C'est-à-dire qu'on peut être un très bon pharmacien et faire du merchandising pour autant, c'est pas antinomique. Au contraire, ça permettra de donner aux clients plus de satisfaction et donc de les fidéliser. Car oui, le merchandising est tourné pour le client et je le répète, ça sert aussi à développer le chiffre d'affaires. Et pourquoi alors cette peur du merchandising? Alors on a bien compris avec le lien avec les supermarchés, pourquoi cette peur finalement elle n'est pas convertie en levier économique? Puisque du coup si ça marche autre part, ça pourrait marcher en pharmacie aussi?
Oui, alors ça marche déjà en pharmacie. C'est vrai que la majorité des pharmacies l'utilisent pas encore à bon escient, ou en tout cas utilisent qu'une partie, parce qu'on verra, j'imagine, juste après, c'est merchandising, c'est assez vaste. Donc je reprendrai quelques points de merchandising intéressants à discuter ensemble, mais je dirais que la prise de conscience, elle progresse quand même. Il y a 10 ans, c'était pas ça. Il reste encore du chemin à parcourir, c'est sûr, mais beaucoup de pharmaciens voient encore le merchandising comme un levier ne voit pas encore le merchandising comme un levier stratégique, malheureusement. Et pourtant, un produit qui est bien positionné, ça peut faire toute la différence sur une catégorie entière. J'ai une question pour toi, par exemple, Romain. C'est un leader sur lequel je ne marche pas beaucoup, parce que c'est un leader, forcément. On va prendre le Voltaren, admettons. Tu l'exposes où? À hauteur des yeux, en bas, dans le comptoir, derrière, dans le tiroir? C'est une question piège ou pas? On va voir si tu réponds comme la plupart des pharmaciens. Alors, si je me place du côté pharmacien, je dirais derrière le comptoir, mais si je me place du côté patient, je pense que je le préférais le voir à côté d'autres médicaments ou d'autres produits conseils liés à la douleur ou choses comme ça. Ça me Et paraîtrait plus logique. à hauteur des yeux ou dans le tiroir derrière ou en bas? Parce que si tu marches pas beaucoup, tu as envie de le mettre en bas ou derrière? Je pense que c'est un bon produit, donc je le mettrais plutôt à hauteur de main. C'est pas un vrai titulaire là. Bah, Mais c'est bon, très bien. C'est excellent, c'est exactement ça. En fait, on a tendance à. Mais c'est humain, hein, c'est un leader. Donc, il nous embête forcément dans les négociations parce qu'il est leader de sa catégorie. Donc, on marche pas beaucoup dessus. Et donc, la logique voudrait que si on marche pas beaucoup, on va pas lui donner une visibilité. On aimerait ne pas lui donner la meilleure des visibilités. Donc on va la mettre en bas ou même derrière dans le tiroir. Parce qu'on va plutôt préférer mettre notre beau conseil sur lequel on marge, qui est moins connu à hauteur des yeux. Sauf qu'en fait, un leader, c'est celui qui attire l'œil. C'est celui qui est reconnu. Donc c'est celui-là qui va avoir le plus de demandes spontanées à sa simple vue. Donc c'est celui qui va jouer sur le flux de la pharmacie. Donc on le met à hauteur des yeux. Et ça, c'est une logique qui n'est pas toujours compréhensible de prime abord, mais qui fait des miracles en pharmacie. et du coup, cette prise de conscience, elle est enseignée. Enfin, il y a des formations dans la formation initiale. Je m'interroge toujours, enfin, je m'interroge sur cet aspect-là aussi pour aller un peu plus loin sur ce sujet-là. Parce que du coup, si la prise de conscience arrive une fois que tu es installé et que tu réfléchis un peu les choses, est-ce que c'est des notions aujourd'hui qui sont enseignées, par exemple? À la fac? Ouais. Non. Non, en fait, alors les Alors, c'est si professeurs. tabou que ça comme Mais oui, sujet. oui, parce que en fait, le merchandising, c'est quand même très, très lié au commerce. Et à la fac, jamais on dira que la pharmacie est un commerce, parce que les professeurs, c'est pas déjà des tout jeunes la plupart du temps, et il faut, et, et on a tendance à vraiment dissocier, je vous dis, comme le professionnel de santé du commerçant, alors qu'en fait, le pharmacien est un commerçant privilégié entre guillemets puisque c'est un commerce dans lequel on n'est pas obligé d'attirer les gens pour qu'on ait des clients. Ils viennent avec une ordonnance et en plus sont payés et repartent. Donc c'est un commerce privilégié quand même. Mais ça reste un commerce. Et donc si on arrive aujourd'hui à se différencier, parce que beaucoup de pharmaciens me contactent pour me dire comment est-ce que je peux me différencier, déjà le merchandising c'est la première des différenciations. Et dans le merchandising, si le mot on l'aime pas, on peut parler d'expérience client. Il y a très peu d'expérience client en pharmacie, alors qu'il y en a de plus en plus dans les boulangeries, dans les boucheries, dans les épiceries. D'où le titre un peu provocateur, puisqu'il y a de l'expérience client de plus en plus dans tous les commerces, sauf dans la pharmacie. Même si ça vient, hein, je généralise, mais ça vient de plus en plus. Et le merch, si je peux continuer là-dessus, le merch, ça commence par exemple par la vitrine. C'est le seul moyen de se différencier d'un confrère de l'extérieur d'ailleurs. Donc, et après, il commence quand on rentre. Quand on rentre dans la pharmacie, l'aménagement, comment est-ce qu'il est fait? Est-ce qu'on s'y retrouve facilement? Est-ce qu'on s'y sent bien? On peut utiliser le merchandising de séduction, les cinq sens. On utilise très peu les cinq sens en pharmacie. Euh, donc, j'entends une musique apaisante au loin, des bruits de cascade, un bruit d'eau et du vent, etc. Tiens, ça doit être le coin nature. L'éclairage, il met en avant beaucoup mieux les produits dans cette pharmacie-là que les autres. J'ai l'impression que c'est plus clair, plus lumineux. Je vois mieux les produits. Tiens, je peux goûter cette tisane, c'est génial. Il y en a qui font des bars à tisane pour le goût.
Euh, J'aurais pas vu cette nouveauté-là si j'avais pas vu l'écran dynamique. En fait, le merchandising, c'est tout ça. Le merchandising, c'est les volumes dans les linéaires. Est-ce que j'ai assez de volume? Est-ce que j'ai un seuil de visibilité assez important? Est-ce que je refais mes facings régulièrement? Euh, voilà. C'est adapter aussi l'exposition à la saison ou au plan de traite du laboratoire. C'est afficher ses prix, les promos. Enfin voilà. C'est vaste, hein, comme je l'ai dit tout à l'heure. Le merchandising, c'est tout ça. Donc, la pharmacie aujourd'hui fait du merchandising. À quel niveau? Voilà, si c'est juste du fatting, c'est pas suffisant, mais c'est déjà un bon début. Et puis après, on peut aller beaucoup plus loin. Donc, pour répondre à ta question, c'est pas enseigné aujourd'hui. Il y en a qui se sont mis sur ce créneau-là pour accompagner les pharmaciens, beaucoup pour agir, alors que je trouve que de former, ou en tout cas de rendre autonome sur cette activité-là, je trouve ça peut-être plus intéressant parce que moi, je refais des refontes globales, on en reparlera, mais je fais des refontes globales pour des pharmaciens, mais j'insiste toujours pour qu'il y ait une formation aussi, puisque si je refais la refonte et que derrière il se passe rien, l'année prochaine je refais une refonte en fait. Et donc ça a très peu d'efficacité. Donc il faut que les équipes et le titulaire soient à même de comprendre pourquoi cette refonte elle a été faite comme ça et de pouvoir la garder sur le long terme. Est-ce que les titulaires sont bien conscients aujourd'hui que cette expérience client, certes, elle a un investissement, un coût, mais ça permet d'augmenter une certaine rentabilité? Est-ce que le lien est fait ou pas aujourd'hui? Trop peu. Trop peu, ça fait partie des freins que je rencontre. C'est le prix que ça peut coûter de faire une refonte de merchandising, qui est assez complexe, hein. Et on s'en rend compte une fois qu'on en a fait une. Euh, mais on se rend pas, on se rend peu compte. Pourquoi? Parce que euh, aujourd'hui, la pharmacie, elle s'en sort, entre guillemets, sans merchandising. Donc pourquoi on referait du merchandising? C'est pas, voilà, on se rend compte de l'impact du merchandising une fois qu'il est fait. Euh, donc, il y a encore trop peu de corrélation entre la rentabilité et le merchandising, et c'est dommage. Avant de passer dans du concret, est-ce que Aurélie, on a des questions dans le chat? Tout à fait, plusieurs questions. Alors, combien de temps faut-il pour faire du merchandising? Euh, alors, tout dépend, puisque bah, ce que je disais, c'est assez vaste le merchandising. Donc, si c'est juste refaire des facings, ça peut aller assez vite. Maintenant, si on faut refaire une refonte complète d'une pharmacie, c'est 2 semaines. En fonction de la pharmacie, parce que c'est sûr qu'une pharmacie qui fait 80 mètres carrés de front office et 800, comme j'ai déjà vu, on ne mettra pas le même temps. Mais on va dire que si c'est au cœur même de la pharmacie, si c'est ça la question, euh, je dirais que ça dépend de la taille de la pharmacie et surtout des process. Pour des optimisations ciblées comme des têtes de gondole ou des zones promotionnelles, ça peut se faire en quelques heures. Euh, mais je trouve que le plus important là, pour que ça prenne le moins de temps possible, c'est que toute l'équipe soit formée à ce merchandising et que chacun prenne ses responsabilités, comme c'est le cas en grande surface, en GMS, où on a un responsable liquide, on a un responsable fruits et légumes. Et ben là, on pourrait avoir un responsable dermo, on pourrait avoir un responsable nutri. Et donc, et chacun est responsable de sa zone, de son merchandising, des prix et des facings le matin, par exemple. Et donc, au lieu d'avoir une personne à temps plein qui fait ça, ça prend un quart d'heure pour tout le monde. Je dirais, ça peut prendre un quart d'heure par personne par jour. Quel conseil argument pour convaincre un pharmacien d'intégrer une nouvelle marque dans son linéaire? Ça, alors ça, on sort. Ouais, c'est quand même du merchandising et c'est une très bonne question parce que j'accompagne beaucoup de marques à s'implanter en pharmacie. C'est l'un de mes travails de mes missions quotidiennes chez PharmAdvisor. Et en fait, on en oublie trop souvent, enfin les marques oublient trop souvent de parler du merchandising, de l'emplacement de la marque. C'est-à-dire qu'on a envie que le pharmacien achète, donc on passe beaucoup de temps sur le sell-in, mais trop peu de temps sur le sell-out. En grande surface, ça se passe pas du tout comme ça. C'est-à-dire que oui, ok, le produit il est bien, le prix, le tarif est intéressant, mais il signera jamais le bon de commande si on ne sait pas où on va le mettre dans le rayon, parce que pas vu, pas pris. Et donc, cet emplacement dans le linéaire est très importante et je forme les commerciaux aussi aux techniques de vente et au merchandising
sur mon loisir et j'insiste beaucoup sur cet aspect de forme, d'exposition du produit. Et donc l'argument, en tout cas pour l'exposer, c'est que bah, déjà, si on ne l'expose pas, il ne se vendra pas. Et après, il faut que faut que ça respecte aussi les bases du merchandising, mais c'est sûr que si on arrive avec un produit, une nouveauté qui est très peu connue, et qu'on vire le leader à hauteur des yeux pour s'y mettre à la place, c'est pas une bonne idée. Ni pour le leader, ni pour le pharmacien qui va perdre un leader et donc des achats spontanés, ni pour la marque même qui a l'impression que c'est génial parce que je suis à hauteur des yeux, mais comme elle n'est pas connue, il n'y aura pas d'achat spontané. Donc il y aura peu d'impact de se mettre à cette hauteur-là. Au contraire, il vaut mieux se mettre en dessous du leader pour profiter de sa notoriété, avec un prix un peu plus intéressant ou alors des bénéfices plus intéressants. Il y a pas, Et, il y a- et- voilà, il faut leur expliquer le merchandising. Ça sera ça ma réponse. Il n'y a pas de vrai argument en fonction de la marque, c'est vraiment de dire voilà, je suis challenger, je veux me mettre en dessous du leader. et une personne demande si l'approche merchandising doit être différente derrière le comptoir et versus en libre accès. Alors oui, déjà parce qu'il y a une réglementation à respecter, c'est-à-dire que tous les produits ne peuvent pas être en libre accès. Si on reprend l'exemple que j'ai pris tout à l'heure de Voltaren, par exemple, pas tous, mais le Voltaren l'emplâtre, par exemple, ou le gel ne peut pas être, le 2% ne peut pas être en libre accès. Donc il y a ça dépend du statut. Il y a un médicament, même si c'est un médicament en vente libre, il ne peut pas être en libre accès, sauf si il est sur la liste de l'ANSM, qui est publiée sur l'ANSM. Sinon, tout le reste peut aller derrière le comptoir ou en libre accès. Donc déjà, la réglementation fait que il y a une approche qui est un peu différente. Après, il faut savoir que derrière le comptoir, c'est quand même la zone la plus chaude, si on commence à parler du zoning de la pharmacie, puisque ben, 100% normalement des gens qui rentrent dans une pharmacie attendront au comptoir. Et donc c'est la zone la plus chaude, donc c'est là où l'exposition est la meilleure. Sauf sur les deux, trois dernières tablettes, puisque le comptoir bouche la vue. Mais c'est la zone la plus chaude. Et après, il faut jouer, mais on ne peut pas trop jouer sur l'aménagement, malheureusement, derrière le comptoir. Et puis l'espace est limité, donc on met vraiment les produits, je dirais, leaders derrière le comptoir. Et après, on s'amuse dans le libre accès à jouer avec les meubles, l'aménagement, les univers et le zoning. Euh, et c'est même en bougeant quelques meubles qu'on peut jouer sur le flux du patient, donc c'est assez rigolo. C'est un peu de la manipulation en fait, hein, le merchandising quand on le maîtrise bien. Et du Merci. coup, si on poursuit sur notre deuxième partie de ce webinaire en allant plus concrètement dans la pharmacie, dans l'officine, euh, comment un titulaire qui a une prise de conscience, voilà, qui dit ouais, je veux y aller, comment il doit s'y prendre pour aller jusqu'au bout de sa réflexion et avoir éventuellement un retour sur son investissement? Euh, alors, je conseillerais de se faire accompagner quand même assez vite, parce que c'est difficile du jour au lendemain de se dire je vais me mettre au merchandising, ou alors on peut s'auto-former, hein. Aujourd'hui, on trouve un peu de tout, on peut s'aider. ChatGPT n'est pas encore assez pertinent, je trouve, pour travailler à notre place, mais se faire accompagner déjà dans un premier temps, peut-être pour mettre les bases, ou une formation, même juste pour déjà comprendre un peu les bases du merchandising. Et après, le meilleur conseil que je pourrais donner, à la fin de ce webinaire, là, sortez de votre pharmacie, rentrez comme un patient et prenez le temps, restez un peu dans votre pharma parce que je m'aperçois qu'il y a toujours des entrées des artistes dans les pharmacies et qui rentrent jamais comme un patient. Donc là, vous verrez, vous allez voir que votre vitrine, elle n'est pas propre déjà, qu'il reste une affiche du concert de l'année dernière. Voilà. Donc il y a déjà plein de choses que vous verrez en rentrant comme un patient devant. Et puis après, prenez-vous un café et mettez-vous dans un coin de la pharmacie, ou une tisane zen même peut-être. Et mettez-vous dans un coin de votre pharmacie et observez 20 minutes. Regardez un peu comment les patients euh, ils parcourent votre pharmacie. Vous verrez que dans 80% des cas, ils prennent tous le même chemin. C'est-à-dire qu'ils arrivent, ils rentrent dans la pharmacie, ils vont rentrer, ils vont tourner à droite s'il n'y a pas quelque chose qui les bloque. Ils vont aller directement à droite, ils vont prendre les allées les plus larges, pas l'allée du fond.
et ils vont se diriger directement vers le comptoir. Et vous allez là, du coup, trouver après leurs habitudes, leur parcours, le zoning, euh, et puis après, regarder un peu tout ce qu'il y a, vos linéaires. Vous allez trouver des choses, c'est certes. Donc, prenez le temps et observez surtout. Et quels sont les freins que tu rencontres quand tu accompagnes des pharmaciens qui sont dans cette démarche? Euh, Comme je disais tout à l'heure, le problème du merchandising, c'est qu'on s'en rend pas compte euh, que c'est important tant qu'on l'a pas réalisé. Une pharmacie, elle vit très bien aujourd'hui sans merch. Et donc, le manque, je dirais que le manque de temps, c'est ce qu'on va me dire en premier. C'est le frein principal. Beaucoup pensent que ça va prendre du temps, etc. On en a parlé tout à l'heure. Une fois que c'est lancé et qu'on a mis les process en route, ça peut prendre un quart d'heure par jour, pas plus. Donc, le temps, c'est une fausse barbe. Une fois que c'est lancé, au début, ça peut prendre beaucoup de temps, c'est sûr. Moi, quand je fais une refonte à Nice de 80, je sais même pas s'il y avait 80 mètres carrés de front office, ça m'a pris 2 semaines. J'étais tout seul, mais ça m'a pris 2 semaines. Donc oui, c'est sûr que, et à temps plein. Euh, Si une pharmacie le fait 1 heure par jour, ça va lui prendre un an. Et ce sera pas pertinent. Donc ça prend du temps au démarrage, mais si on se fait accompagner, après, ça prend pas trop de temps. L'autre frein, on en a parlé, mais l'assimilation à la grande surface, alors bon, ça me fait rire, mais le merch, il est partout en fait. Donc, et c'est pas une insulte. Le merchandising, ça cible le patient, c'est pour que le patient se sente encore mieux dans la pharmacie. C'est déjà assez, comment on dit, euh, on n'a pas envie d'y aller déjà dans une pharmacie. On n'y va pas juste pour le plaisir, hein. C'est parce qu'on est malade, on va prendre donc c'est anxiogène. Voilà, c'est le mot que je cherchais. C'est assez anxiogène de rentrer dans une pharmacie. Si on peut déjà améliorer un peu cette expérience client, patient, ça serait intéressant. Et le merchandising, ça peut y jouer. Vous voyez, la boucherie qui met du bœuf maturé derrière dans son frigo, un tout petit frigo tout noir avec la lumière dedans. Ça, c'est du merchandising. Ça donne envie d'en acheter, et même s'il coûte 5 fois le prix de celui qui est juste devant nous, au moins on l'aura vu, et peut-être que la prochaine fois on le prendra pour Noël. Ma pharmacie, c'est pareil. Et à plusieurs reprises, tu as évoqué l'expérience client-patient. Comment les clients patients réagissent quand ils connaissent l'avant et l'après? Est-ce que tu as des retours? Comment c'est vécu ce changement de... Parce qu'on a le pharmacien, on a les labos, mais il faut pas peut-être oublier la personne qui va venir au comptoir. C'est quoi les retours que tu peux avoir? Ouais. Alors ça c'est ma partie préférée quand je suis en fin de refonte, où j'ai les patients qui rentrent en disant «Ah, mais c'est beaucoup mieux comme ça!» Et donc là, ça fait plaisir quand même d'entendre ça, mais c'est-à-dire que les patients, parce que ça peut être un frein aussi en disant «Oui, mais ça va bouleverser l'habitude de mes mamies, etc.» Ah, rien à voir. Il faut déjà que ça bouge un petit peu, il faut que ça soit dynamique. Et puis le fait que le flux va être plus linéaire, plus fluide, et qu'elle verra d'autres produits qu'elle avait jamais vus, hein, elle va être contente. Donc les retours que j'ai, je les vois en live en plus, donc ça c'est génial. Et en plus, quand on a le retour du titulaire derrière qui dit c'est génial, depuis hier, on a eu plein d'achats spontanés que j'avais pas forcément eu avant. Donc voilà, je dirais que les retours sont hyper positifs tout le temps. Pour respecter le timing, il nous reste 5 minutes. Aurélie, je vois qu'il y a pas mal de questions dans le chat. Je te laisse reprendre la main. Oui, super. On va rester sur ce sujet du ROI, des statistiques, des chiffres. Utilisez-vous des statistiques? Alors, excusez-moi, la question est partie. Utilisez-vous des données statistiques en sortie consommateur pour vos recommandations et donc en sell-out, comme précisé tout à l'heure il y a quelques minutes? Oui, évidemment. On n'aura pas le temps d'en discuter, mais ça fait partie en fait de la refonte. Quand on fait une refonte merchandising, moi je suis pas très doigt mouillé, donc j'aime beaucoup. Donc oui, il y a l'expérience, c'est sûr, qui permet d'aller plus vite dans l'exposition ou dans les choix qu'on fait. Mais moi, je suis un homme de chiffres. Et donc, j'étudie le LGO. Donc, dans le LGO, qui est d'ailleurs, s'il y a des LGO, sachez que c'est très, très difficile de travailler avec vos LGO, qui sont fermés dans tous les sens. Donc, il n'y a pas assez de data qu'on peut en ressortir. Mais en tout cas, avec le LGO, oui, on travaille les chiffres, et ça permet d'adapter la recommandation. Avec le GERS aussi, national, puisque le LGO de la pharmacie, il faut pas
rester très... il faut pas rester dans sa pharmacie en disant oui, mais moi chez moi ça marche pas, ou moi chez moi j'ai pas ça. Oui, peut-être, mais au national, on s'aperçoit quand même que ça, c'est le leader. Donc si vous n'êtes pas leader chez vous, c'est qu'il y a un problème. Donc on mixe en fait les data nationales du data de la pharmacie, et avec ça, on a une recommandation plus fluide. Elle change aussi cette recommandation-là en fonction des data, en fonction de la géographie. C'est sûr qu'à Grenoble, Uriage va beaucoup plus fonctionner qu'à Poitiers, où ce sera plutôt La Roche-Posay, etc., etc. Donc la géographie, elle joue beaucoup. Et aussi la pharmacie, parce que si on a un expert en micronutrition, bah oui, c'est sûr qu'on aura peut-être plus un espace de micronut plus important aussi dans la pharma. Est-ce qu'on a le Merci. temps pour une autre question, Bien Aurélie? sûr. Quel est votre avis sur les PLV permanentes de marque à bannir par les pharmaciens pour une cohérence esthétique ou un bon moyen d'augmenter son linéaire développé? Alors, il y a deux équipes. Moi, je trouve qu'il faut que ce soit utilisé à bon escient. C'est-à-dire que dans la dernière pharmacie que j'ai fait, il y avait exactement, de mémoire, 8 présentoirs de sol à l'entrée. C'était beaucoup trop, ça encombrait l'entrée, on ne voyait pas au loin. Donc, je dirais qu'il faut l'utiliser quand ça sert vraiment à quelque chose. Moi, le seul que j'ai gardé, c'était le présentoir de tétine MAM, puisque bah, ça permettait de libérer pas mal de brochettes, de broches, pardon, et de place dans le linéaire. Donc oui, il faut les utiliser, les laboratoires pour la PLV, à bon escient. Les stop rayons, c'est pareil, un stop rayon où il y a juste le nom de la marque dessus, ça ne sert pas à grand-chose. S'il y a écrit, s'il y a un QR code pour amener au conseil d'utilisation, pourquoi pas. Voilà, toujours, faut que ça serve et il faut pas que ça dénature non plus la pharmacie. Je suis pas un grand fan des présentoirs qui restent longtemps. Voilà. Et présentoirs de comptoir, s'il vous plaît. Et les laissez pas plus d'un mois déjà, et puis mettez-en pas 4 par comptoir parce que ça sert plus à rien. Et surtout, faites attention à ce que vous mettez dessus, parce qu'un présentoir de comptoir pour psoriasis du cuir chevelu à 40 euros la boîte, sur un comptoir, ça n'a rien à faire là, et ça servira à rien. On vous demande aussi, Stéphane, quid des potentiels conflits avec les recommandations des groupements liés à leur accord négocié? Et oui, et oui, malheureusement. Alors, c- le- je vais essayer d'être politiquement correct. Euh, J'y arrive pas. En fait, malheureusement, je vais généraliser aussi, il y a des groupements qui font les choses très très bien, et j'aime beaucoup le fait qu'ils mettent des gens à disposition des pharmaciens pour aller les aider sur les achats, le merchandising, etc. Malheureusement, ça reste pas des merchandisers, et les groupements sont très mal ou peu accompagnés sur le merchandising, et donc les recommandations qu'ils font, les planogrammes, d'une, ils sont nationaux. Et comme je vous disais, on peut pas faire une généralité sur le merchandising. Donc pour moi, c'est pas adapté. Et de deux, ils font, comme le dit très bien la question, ils ont des accords en fait avec des marques. C'est pas comme ça que ça marche le merchandising. C'est pas les accords des marques qui permettent d'avoir un planogramme plus sympa. C'est le marché qui fait le planogramme. C'est le marché qui décide du merchandising. Et donc, moi, je dirais personnaliser, même si vous êtes dans un groupement qui vous accompagne sur le merchandising, c'est parfait, utilisez ça, mais gardez quand même votre personnalité et personnalisation du merchandising. Je Vous êtes pense maître qu'on chez peut, vous. je pense qu'on peut conclure par cette phrase finale d'être maître chez soi. C'est très joli pour finir. Ben, on va conclure, non? Aurélie, au niveau timing, on va respecter à quoi nous sommes engagés, c'est-à-dire 30 minutes. Tout à Et ben, fait. du coup, on va remercier Stéphane pour sa venue aujourd'hui et pour ses explications. Si nos auditeurs qui sont en live ou en replay veulent te retrouver, où peut-on te trouver? Alors moi, je suis très sur LinkedIn, donc n'hésitez pas à me suivre sur LinkedIn, je poste beaucoup, un peu moins sur le merch en ce moment, mais ça m'arrive. Donc retrouvez-moi sur LinkedIn et n'hésitez pas à m'envoyer des messages. J'ai aussi mon numéro qui s'affiche sur LinkedIn, donc vous pouvez m'appeler. C'est avec plaisir que j'échange avec les pharmaciens et les laboratoires. Merci beaucoup. Merci Aurélie pour votre participation. Et ben, nous, on vous donne rendez-vous pour un prochain épisode. À bientôt. Merci à vous. Au revoir. À bientôt.